Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Marcel Proust a été bercé par la brume d'un matin de Chantilly. J'aime beaucoup cette expression. Et bien comme lui, nous pouvons aujourd'hui contempler dans le reflet des eaux ce domaine de Chantilly, ces 1000 ans d'histoire. Chantilly représente plus que jamais ce monument complet et varié de l'art français dans toutes ses branches, avec 500 000 visiteurs chaque année, notamment pour les grandes expositions. L'année dernière, Ingres, en ce moment même, André-Charles Boulle, qu'il faut absolument voir. Et puis les grands événements, les journées des plantes, le pique-nique blanc, les spectacles de la compagnie équestre, bien sûr, sans compter ces grands événements de la mode. Vous avez entendu parler de cette Chantilly art et élégance, Richard Mille. Chantilly, c'est le monument de la France. C'est une espèce de concentré de son histoire à travers les gloires de deux dynasties, les Montmorency et les Condé, bien sûr. C'est un témoin aussi de tous ces troubles qui ont ébranlé la France au moment où elle cherchait son destin politique entre république, empire et monarchie au XIXe siècle. Et si aujourd'hui, nous pouvons flâner dans les jardins, les cours et les salons magnifiques de Chantilly, c'est le fait d'un homme au grand destin, c'est le fait d'un des fils du dernier roi des Français, Louis-Philippe, c'est Henri d'Orléans, le duc d'Aumale. Celui qui nous permet de retracer cette aventure, c'est un historien, Emmanuel Maury, qui a publié un roman secret de Chantilly au printemps dernier. Chantilly, et il suffit de s'y promener pour le comprendre, ce n'est pas une ligne droite toute tracée. Chantilly, ce sont toutes sortes d'accidents, de rebondissements, de changements de l'histoire. Chantilly a été fait et défait, et son destin parfois a tenu à un fil. Et ce qui est à l'origine du grand legs de Chantilly à l'Institut de France, et donc à l'origine de la propriété du duc d'Aumale, qui a constitué ici une collection absolument unique, et notamment la première collection de peinture de France, eh bien, c'est un pacte dont on doit pouvoir dire qu'il a été quasiment diabolique. Alors, je vous propose de prendre un petit peu de chant. À la Révolution, les Condé sont condamnés à l'exil. Le domaine est victime, alors on peut dire, d'un véritable dépeçage, comme l'ont été un certain nombre de ces grands domaines princiers à la Révolution. Chantilly devient une sorte de champ de ruines. Et puis, le domaine est relégué à un rôle militaire. Et entre-temps, le duc d'Enghien, Louis-Antoine de Bourbon-Condé, qui était né à Chantilly, a été exécuté en 1804. Vous savez, c'est le fameux crime de Napoléon, cette parodie de procès à Vincennes que j'ai déjà eu l'occasion de vous raconter. À ce moment-là, les Condé sont privés de toute descendance. Chantilly se retrouve orphelin d'un futur héritier. Et dès l'abdication de Napoléon, quand les Condé rentrent en France, bien sûr qu'ils n'ont pas oublié Chantilly, mais ce qu'il y a sur place n'est plus qu'une sorte de désolation. Le domaine n'est plus que l'ombre de lui-même. Et c'est le dernier des princes de Condé, le duc de Bourbon, qui, tant bien que mal, va entreprendre quelques restaurations. Les chasses ont même pu reprendre un peu. Le duc de Bourbon était un grand chasseur et il revient définitivement en France au moment de la mort de son père, et il va essayer d'embellir un peu le domaine. La vérité, c'est que pendant son long exil en Angleterre, le duc de Bourbon s'est complètement entiché d'une femme qui s'appelle Sophie Dawes, qu'on présente comme sa fille naturelle, mais qui en vérité est sa maîtresse. Le secret est assez bien gardé, mais enfin dans les milieux du pouvoir à la cour du nouveau roi Louis XVIII, on sait très bien ce qu'il en est. Et à Chantilly, celle qui va bientôt devenir la baronne de Feuchères, parce qu'on lui fait épouser le baron de Feuchères, va essayer de devenir en quelque sorte la nouvelle maîtresse des lieux. Elle a captivé le duc, elle est de plus en plus ambitieuse, elle veut se faire présenter à la cour, et le destin de Chantilly tient précisément à cette ambition-là. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, évidemment, on aimerait bien savoir qui est exactement cette baronne de Feuchères, cette Sophie d'Oz, qui se trouve être tellement proche du plus grand héritier de France à l'époque. Il faut imaginer ce que c'est que la fortune gigantesque des Condé. Le duc de Bourbon est à la tête de domaines gigantesques, de forêts entières. Il vit à Saint-Leu. C'est en 1824 que la vérité finit par éclater à l'occasion d'une dispute conjugale. Elle avoue, la baronne de Feuchères, elle avoue à son mari de circonstance qu'en fait, elle est bien la maîtresse du prince, elle est la maîtresse du duc de Bourbon. Scandale terrible, plus question de la recevoir à la cour, et pour elle, c'est une humiliation. Et néanmoins, elle est de plus en plus puissante dans le domaine des Condé, et notamment à Chantilly. Elle aimerait bien retourner à la cour. Elle aimerait bien être reçue par le roi Charles X, mais ça n'est pas très simple. Et c'est dans ce contexte-là que va se nouer un pacte assez efficace, on pourrait dire diaboliquement efficace. Il y a à l'époque un personnage qui est absolument incontournable, c'est Talleyrand, bien entendu, l'intrigant Talleyrand, qui n'est pas du tout en grâce à l'époque auprès du nouveau roi. Surtout que on parle beaucoup de sa responsabilité présumée dans l'exécution du duc d'Enghien en 1804. Bref, il faut qu'il redore son blason, ce duc de Talleyrand, et il va trouver une alliée en la personne de la baronne de Feuchères pour essayer de plaider son innocence auprès du prince de Condé, et en contrepartie, il promet à la baronne de favoriser son retour à la cour. L'héritage du prince attise dans le même temps les convoitises, parce que si rien n'est fait, la fortune gigantesque des Condé, et notamment le domaine de Chantilly, pourrait revenir aux Rohan, qui sont les parents les plus proches. Et la baronne de Feuchères, qui est si proche du duc de Bourbon, n'aurait droit à rien. Elle imagine donc que l'héritier puisse être le fils du duc d'Orléans. Le duc d'Orléans, c'est le cousin du roi. C'est un peu l'homme qui est le foyer de l'opposition à la monarchie restaurée et aux ultras qui entourent le roi Charles X. Il se trouve que le duc et la duchesse d'Orléans ont de nombreux enfants, qu'il faut les doter, ces enfants, et que parmi ces enfants, il y a ce duc d'Aumale qui à l'époque n'a que 5 ans et qui est le filleul du prince de Condé, le filleul du duc de Bourbon. C'est désormais donc un pacte à 3 entre Talleyrand, Feuchères et les Orléans, qui pourraient détenir la clé de l'entrée ou du retour de la baronne de Feuchères à la cour. Le 2 juillet 1827, un testament est préparé par Louis-Philippe. On peut dire que Talleyrand est là toujours, qui crapote là, et qui va favoriser le duc d'Aumale. Il va falloir maintenant convaincre le duc de Bourbon de signer ce testament. Vous imaginez, la baronne de Feuchères fait tout ce qu'elle peut. Elle a quelques arguments, vous m'aurez compris, auprès du prince. Elle lui mène une vie impossible. Et le vieux duc de Bourbon finit par céder le 30 août 1829. Et quand je vous dis 30 août 1829, vous voyez qu'on est tout près de cette révolution de 1830, cette révolution des Trois Glorieuses, qui va porter justement le duc et la duchesse d'Orléans sur le trône, qui va faire de Louis-Philippe d'Orléans le nouveau roi des Français. Et évidemment que le duc de Bourbon n'est pas du tout favorable à tout cela. Lui prévoit de s'exiler, de suivre Charles X et de tester en faveur du petit-fils de Charles X, c'est-à-dire le duc de Bordeaux. Vous imaginez un peu la difficulté de cette affaire. Le capitaine des chasses du duc de Bourbon, Paul de Choulot, est au courant du projet du prince, qui veut partir en exil, qui veut suivre l'ancienne famille royale en exil, qui veut tester en faveur du duc de Bordeaux. Mais alors que le duc de Bourbon doit quitter son domaine de Saint-Leu, alors qu'il doit partir pour l'exil, on le retrouve mort, pendu à l'espagnolette d'une des fenêtres de sa chambre.
Et c'est un mystère assez extraordinaire parce que c'est un mystère de chambre close. Il était dans une pièce qui était verrouillée de l'intérieur. Et bien sûr qu'on va parler d'une thèse de suicide. La baronne de Feuchères fait tout ce qu'elle peut pour qu'on parle de suicide. Personne n'est vraiment dupe. Et notamment les héritiers présomptifs du prince, c'est-à-dire la famille de Rohan. Le Figaro ira jusqu'à écrire dans une formule qui est restée célèbre « Madame de Feuchères est une baronne anglaise qui ressemble fort à une espagnolette ». On ouvre le testament, bien sûr tout le monde est là qui guette, les Rohan sont furieux puisque ils découvrent que c'est donc le fils du nouveau roi, c'est le fils de Louis-Philippe, c'est le duc d'Aumale qui hérite le domaine. Alors ils vont ouvrir un procès qui va durer 1 an et demi avec toutes sortes de coups de théâtre qui mettront en émoi la presse et l'opinion publique. Il y aura finalement un non-lieu. Est-ce que ça vous étonne quand on sait qui est le roi à l'époque? C'est Louis-Philippe lui-même, c'est l'ancien duc d'Orléans qui est devenu roi. Et son fils, ce tout jeune duc d'Aumale, qui n'en peut mais, qui n'a rien fait dans cette affaire, bien sûr, bien malgré lui, et dans ce contexte au mieux rocambolesque, au pire sulfureux, il va devenir, ce tout jeune homme, le maître des lieux à Chantilly. Vous écoutez Radio Classique. Donc vous avez bien compris que le petit prince est trop jeune pour gérer lui-même ses vastes domaines. Il n'y a pas que Chantilly, il y a tout l'héritage du duc de Bourbon. Et c'est sa mère, la reine Marie-Amélie, qui va devoir régir le site avec tout un conseil de famille. Aumale termine ses études secondaires. Il parfait dans le même temps sa formation militaire. Il devient lieutenant en 1938, capitaine l'année suivante, lieutenant-colonel en 1840. Il a 18 ans seulement et c'est loin de l'Oise que va désormais s'écrire son destin puisqu'il s'en va combattre en Algérie. C'est la grande affaire de l'époque, vous savez. Il va faire preuve là-bas d'une détermination incroyable. En 1941, il est colonel. Il va connaître son fait de gloire avec la prise de Las Malades Abdelkader. Ça, c'était le 16 mai 1843. Et dans cette aventure algérienne, il va gagner une sorte d'aura extraordinaire. Il rapporte à Paris et à Chantilly pas mal d'objets qui donnent à la décoration classique du château un peu d'exotisme, disons-le. Bon, pour l'instant, Chantilly n'est pas encore au cœur de ses préoccupations. Sa prochaine quête, c'est celle d'une femme, pas n'importe laquelle, une dame de son rang. Le voilà parti explorer les cours italiennes à Turin, Florence ou Rome, et finalement, c'est à Naples, où il s'attarde, qu'il va faire la rencontre de Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, qu'on appellera Lina. Elle a 21 ans, fille du prince de Salerne, petite nièce de Marie-Antoinette. Ils vont se marier le 25 novembre 1844. Et à partir de là, Aumale commence à redonner vie au domaine. Il organise de grandes fêtes. Il a 23 ans, il est à la tête d'une très grande fortune, vous l'aurez compris. Et sa première préoccupation, c'est d'abord de restaurer le petit château où il habite. Alors, il va faire appel à Victor Dubois, l'architecte qui avait officié au temps du duc de Bourbon, et il lui adjoint très vite Eugène Lamy, vous savez, le peintre à la mode, qui va peu à peu s'accaparer du chantier, au point que Dubois finisse par démissionner. Il faudrait entrer dans toute cette histoire qui est assez passionnante d'ailleurs. Il faut dire que Lamy remanie l'ensemble des pièces du rez-de-chaussée. Il mêle les références historiques aux couleurs, aux étoffes, à l'esprit du jour, si vous voulez. Et cet ensemble va devenir un exemple assez extraordinaire de ces décors du milieu du 19e siècle qu'on appelle historicistes. Ensuite, il va faire appel, le prince, à l'un des plus grands architectes parisiens du moment, Félix Duban, pour réaliser une galerie de circulation dans un style néo-renaissance, si vous voulez. Le duc veut également lui confier un autre chantier bien plus audacieux qui serait de reconstruire le grand château. Ça, c'est un rêve qu'il a depuis longtemps. Déjà, le duc de Bourbon y avait songé. Le projet est élaboré en 1847, grandiose, avec toute une suite d'appartements privés, mais aussi de pièces de réception, une chapelle, et puis une galerie qui va pouvoir abriter la collection de peintures du prince, avec une bibliothèque couverte d'une coupole. Les premiers travaux sont lancés, sauf qu'arrive la révolution de février 48, qui entraîne l'abdication du père du duc d'Orléans, du roi Louis-Philippe. La famille est de nouveau condamnée à l'exil. Aumale s'en va lui aussi dans la région de Londres, et ses biens, comme ceux de sa famille, sont séquestrés.
Auprès du gouvernement provisoire de la Deuxième République, il demande un peu de clémence, il démontre sa loyauté, il fait étalage de tous ses services, tous les services rendus à la patrie, il se dit prêt à accepter la République. Seulement Paris fait la sourde oreille jusqu'au 25 octobre où un décret tombe qui lui permet tout de même de récupérer ses biens et objets à usage personnel et de disposer à nouveau de l'administration de Chantilly. Espoir de courte durée. Parce que vous savez très bien ce qui se passe ensuite, l'élection en décembre 1948 du neveu de Napoléon, de Louis-Napoléon Bonaparte, à la présidence de la République. Et il ne faut pas oublier que la mère du nouvel empereur, la reine Hortense, avait vécu elle-même au château de Saint-Leu. Elle possédait une part des biens qui avaient été confisqués au Condé. Tout ça est très complexe, vous voyez. Aumale est un bon négociateur. En 1850, il obtient de conserver la propriété du domaine sous réserve que Napoléon III puisse bénéficier du pavillon d'honneur des courses de Chantilly, qu'il puisse être reçu avec les honneurs dans le parc du château. En 1952, Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient donc l'empereur Napoléon III, va prendre 2 décrets qui vont rendre un certain service au duc d'Aumale. Le premier annule la donation universelle qui avait été faite par Louis-Philippe à ses enfants d'accepter le trône, et le second oblige les membres de la famille d'Orléans à vendre tous les biens qu'ils possèdent en France. Et pour Chantilly, on va trouver un dispositif particulier avec des clauses de rétrocession, ce qui ressemble en fait à une vente fictive, surtout. Par les ventes de ses biens, Aumale récupère une fortune absolument considérable. 90 millions d'euros d'aujourd'hui, pour autant qu'on puisse faire ce genre de comparaison, vous voyez. Et c'est ce qui va lui permettre de collectionner, c'est ce qui va lui permettre de développer la collection déjà belle qu'il avait, mais qui va devenir assez extraordinaire. Et puis, à partir des archives de Chantilly, il se lance dans ce qui va devenir sa grande œuvre, l'histoire des princes de Condé, une série en 7 volumes qu'il mettra 40 ans à achever. Pour ses collections de livres, il a des correspondants partout en Europe qui lui achètent les choses les plus extraordinaires. Par exemple, en 1856, il acquiert à Gênes, dans un pensionnat de jeunes filles, les célébrissimes riches heures du duc de Berry. Manuscrit de 206 feuillets du XVe siècle, absolument incomparable, vous savez. Et puis il achète des peintures, des Titien, des Poussin, des Giorgione, des Véronèse. À la fin des années 1860, son fils est emporté à l'âge de 21 ans par une fièvre typhoïde en Australie en 1866, et son épouse Lina est minée par le désespoir. À ce moment-là, ça va l'affaiblir et ça va l'emporter également 3 ans plus tard, alors qu'elle n'avait que 47 ans. Le duc d'Aumale est complètement terrassé par tout ça. Il n'a plus à ses côtés qu'un petit héritier, François, qui a 15 ans, au moment où la défaite de Sedan et la chute du Second Empire sonnent la fin de l'exil et le retour en France. La loi d'exil est abrogée en juin, et voilà donc en 1871, le duc d'Aumale, avec toute cette vie extraordinaire, ce grand collectionneur marqué par la vie, qui revient sur place, qui est de nouveau sur le seuil de Chantilly. Franck Ferrand sur Radio Classique. Voilà donc le duc d'Aumale de retour en France, sauf qu'en 1872, il va connaître encore un très grand deuil. Son fils François meurt à 18 ans et maintenant il est sans héritier. Or, il est en même temps académicien. Il a prononcé son discours de réception à l'Académie le 3 avril 1873. Ce duc d'Aumale qui va pouvoir désormais, parce qu'il n'a plus rien d'autre que ses souvenirs, si je puis dire, il va pouvoir se consacrer à son grand œuvre à Chantilly, ce rêve de grand château. Il a trouvé un architecte à la hauteur, c'est Honoré Daumet, qu'il a rencontré en 1975, Grand Prix de Rome, qui d'ailleurs s'est illustré à la Villa Adriana de Tivoli. Honoré Daumet, qui a construit le palais de justice de Paris, le palais des facultés de Grenoble. 10 ans de travaux, c'est le plus grand chantier privé de France à l'époque, dans ce style Renaissance des Valois qu'a choisi le duc d'Aumale, en même temps qu'il rend aux anciens jardins de Lenôtre toute leur splendeur. Une œuvre d'art globale, si je puis dire, qui lui vaut d'être honoré de nouveau par l'Institut, cette fois à l'Académie des Beaux-Arts en 1880. Il s'installe à Chantilly, le duc d'Aumale. Évidemment, il est devenu le plus grand collectionneur d'Europe, disons les choses. Victor Hugo lui rend hommage. « Vous êtes né prince et devenu homme », dit Victor Hugo. « Pour moi, votre royauté a cessé d'être politique, elle est maintenant historique. Ma République ne s'en inquiète pas. Vous faites partie de la grandeur de la France et je vous aime. » Franck Ferrand
sur Radio Classique. Et ce que Chantilly retrouve sous la l'égide, sous la tutelle tellement inspirée de ce duc d'Aumale, qui par ailleurs est à la tête d'une fortune gigantesque, vous l'aurez compris, c'est la splendeur de l'époque des Condés, avec une vie incroyable qu'on peut mener sur place, des fêtes, des chasses, des courses bien entendu sur ce célèbre champ de courses, de très grandes réceptions. Tout ça est assez inouï. Et puis, il y a cette affaire des fiançailles royales entre le fils du roi de Portugal et la fille aînée du comte de Paris en 1886. Et là, c'est la fête de trop, si je puis dire. Les autorités de la République considèrent que cette réception est une provocation. Elles ont peur d'un retour à la monarchie. Il faut dire qu'en cette fin de 19e siècle, le régime n'est pas du tout assis, la République n'est pas assise. Et ça va être cette seconde loi d'exil qui est votée en juin 86. Et de nouveau, on croit rêver, de nouveau, le duc d'Aumale se retrouve en Angleterre. Et pendant ce second exil, il va conforter ses dispositions testamentaires. Il veut faire de la France la seule héritière de Chantilly en transmettant tout ce domaine à l'Institut de France. Cette idée lui est venue au moment où, atteint d'une crise de goutte et de fièvre, il a cru qu'il était en train de mourir. Il n'avait pas l'intention de léguer Chantilly à ses neveux. Et puis, il y a toujours cette ombre sur les circonstances de l'acquisition du domaine en 1830 qui font qu'il veut en quelque sorte laver cette tâche, le duc d'Aumale. Le 3 juin 84, son testament est donc rédigé. Il va plus loin au moment de son second exil, en craignant que son choix ne soit pas respecté. Il transforme son legs en donation irrévocable immédiate. Ça, c'est en octobre 86, tout en se réservant l'usufruit du domaine, bien sûr. Il va achever en même temps Chantilly et il en fait véritablement cette fois un musée, le célèbre musée Condé. Il demande à Daumet de transformer les appartements qui avaient été réservés au comte de Paris en nouvelle salle de musée et après 3 ans d'attente, il est autorisé en 89 à revenir en France à la faveur d'un décret de Sadi Carnot. Et à partir de là, on peut dire que tout le reste de la vie du duc d'Aumale, qui s'éteindra dans sa propriété italienne de Zucco en 1897, tout le reste de sa vie, ce sera de peaufiner Chantilly, d'en faire un lieu de tous les arts, de toutes les grandeurs, de toutes les beautés historiques et artistiques, pour en faire don à la France à travers l'Institut. Vous écoutez Radio Classique.